Alors, nous voici les mots-clés. Nous, on a déjà fait la première partie. Est-ce que vous voyez les mots-clés? Sophia Roque, quand je te vois, fais oui avec la tête si tu vois les mots-clés. OK, très bien. Alors on a déjà fait jusqu'à URSS. On a fait la première partie de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie, la phase finale. Donc, on commencera du mot-clé États-Unis. D'accord? Comment les États-Unis interviennent dans la guerre. Dans la dernière fois, nous avons vu comme les Allemands d'Hitler, les nazis font de plus en plus une politique expansionniste. Avant la guerre, déjà, ils vont prendre possession d'une partie de la Tchécoslovaquie, puis l'annexion de l'Autriche, puis ils vont rendre des pays satellites comme le reste de la Tchécoslovaquie. Et puis, ils veulent prendre possession de la ville de Danzig en Pologne. Et passent de plus en plus à des actions militaires. Et c'est l'invasion de la Pologne en 1939, après un accord de non-agression et pratiquement de partage de la Pologne avec les Russes. 1er septembre 1939, invasion de la Pologne, puis invasion rapide en 1940 de la France, invasion aussi du Luxembourg, de l'Hollande, de la Danemark, puis l'Italie rentre en guerre aussi, et puis par surprise, ils vont envahir l'Union soviétique. Donc, en janvier 1941, Hitler domine l'Europe, d'accord? Et à part la Grande-Bretagne et l'Irlande qui se sont défendus avec des radars, des attaques des avions et aussi des attaques d'invasion, le reste de l'Europe ou est occupé des Allemands ou ce sont des pays qui se sont ralliés avec les Allemands. Il faut dire quand même que l'Italie et l'Allemagne vont perdre des batailles en Afrique, d'accord, dans les colonies. Mais l'Europe, en janvier 1942, est dominée par Hitler, qui est arrivé jusqu'aux portes de Moscou. Il y a la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, les républiques baltiques, la partie ouest de la Russie, d'accord, il a tout. Qu'est-ce qu'ils font les États-Unis face à cette situation? Bon, évidemment, les Américains ne sont pas contents. Les États-Unis n'est pas un pays totalitariste, un pays où la valeur fondamentale est la démocratie, la liberté. Mais ils font d'abord une politique isolationniste qui veulent s'isoler, pacifiste. Aux États-Unis, il y a beaucoup de mouvements pacifistes, beaucoup de manifestations. Des gens se mobilisent pour que les États-Unis n'interviennent pas dans la guerre. Et le président, qui est toujours comme Roosevelt, le même Roosevelt du New Deal dont nous avons déjà parlé, il a été élu 4 fois, une fois aussi en temps de guerre, et lui, il veut intervenir. Il est prêt, l'armée américaine est prête pour débarquer en Europe et en Asie. Mais l'opposition populaire est forte et donc il n'ose pas intervenir. Mais ce sont les Japonais qui vont donner à Roosevelt l'occasion pour intervenir dans la guerre. Il faut savoir que le Japon était allié avec Hitler et il y avait une idéologie dont le chef était l'empereur lui-même, une idéologie raciste, et les Japonais faisaient comme une sorte de guerre parallèle qui était même commencée avant, c'était l'invasion de la Chine. Ceux qui d'entre vous sont d'origine chinoise, probablement, ils ont entendu parler de leurs parents, de leurs grands-parents, des mémoires encore vivantes de l'invasion japonaise et de la cruauté des Japonais quand, à la fin des années 30 et pendant les années 40, ils ont occupé la Chine. C'est la même chose. Ils sont la race supérieure en Asie et il faut qu'ils occupent et dominent tous les autres peuples asiatiques.
Et donc, ils sont alliés, mais c'est une guerre parallèle. Oui, il y avait des possessions coloniales, encore des intérêts avec la Hollande, la Grande-Bretagne, mais c'était comme une sorte de guerre parallèle. Et les Japonais, à un moment donné, ils attaquent les États-Unis. Ils font un raid aérien dans le port de Pearl Harbor, qui se trouve au milieu du Pacifique, donc à la mi-distance entre les États-Unis et le Japon, qui appartient aux États-Unis. Et ils vont faire, comme vous voyez par ce titre, ils vont faire quelque chose comme 1500 morts. Vous voyez? Ok. Et ils veulent avoir aussi contre les États-Unis le contrôle de la mer, de l'océan Pacifique. Or, ceci donne à Roosevelt l'occasion d'une riposte. Et donc, le Congrès vote en faveur de la guerre. Or, il déclare la guerre au Japon, et puisqu'Hitler et Mussolini sont alliés des Hirohito, du Japon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les États-Unis se retrouvent pratiquement en guerre aussi sur les fronts européens. Mais ils ne vont pas intervenir tout de suite. Ils vont intervenir en Asie, aux Philippines, dans les îles du Pacifique, d'accord? Mais ils n'interviendront pas tout de suite directement en Europe. Ils vont plutôt envoyer à la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique, qui étaient les seuls pays qui continuaient la guerre en Europe, des avions, des chars d'assaut, des camions, du support technique. En 1942, les États-Unis vont faire la promotion d'un organisme international qui encore aujourd'hui existe et joue un rôle assez important, l'ONU. Avant, il y avait comme un autre organisme qui avait comme but de garder la paix, qui s'appelait la Société des Nations, mais la Société des Nations avait fait un échec total et la Seconde Guerre mondiale était éclatée et de son plus fort. Donc, ils refondent la Société des Nations et l'appellent Organisation des Nations Unies, où se rassemblent donc toutes les nations qui sont contre le nazisme. Et les États-Unis vont amener avec eux dans la guerre beaucoup d'alliés qui se sont surtout des pays de l'Amérique du Sud et qui vont envoyer un petit contingent de soldats aussi dans les actions militaires des États-Unis. Prochain mot-clé, la résistance. On a déjà nommé un peu la résistance, ce phénomène, le dernier cours. L'origine du mot résistance vient d'un discours que, je vous le rappelle, de Charles de Gaulle. Quand la France est occupée par les Allemands, le général Charles de Gaulle, un des généraux de l'armée française, s'enfuit avec les Anglais, embarque sur les bateaux des Anglais, il passe la Manche et il va aux États-Unis avec certaines divisions françaises. Le reste de la France est occupé et ils sont pris prisonniers. Donc, ces divisions françaises commandées par Charles de Gaulle continuent leur guerre. Et pendant que Pétain, le Premier ministre collaborationniste qui a son siège au sud, dans la République de Vichy, dit aux Français collaborer, Charles de Gaulle envoie des messages de Radio Londres, et les ondes de radio passent les frontières, en français pour dire au contraire, résistez. Même si vous êtes occupé, la guerre n'est pas finie, continuez, résistez. Et il s'organise donc des armées clandestines par rapport aux occupants allemands ou aux collaborationnistes français, qui se cachent à la campagne, à la montagne, ou qui se cachent même en ville. Comme vous voyez, ils s'organisent, mais ils n'ont pas d'uniforme, ils ont des armes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des activités de guérilla et de sabotage contre les occupants. De la France, le phénomène va se répandre partout en Europe. En Hollande, en Belgique, en Yougoslavie, en Grèce, il y a des phénomènes très importants. Parmi cette armée clandestine des résistants, il y a des gens de tout type d'idéologie. D'accord. Il y a les anciens chefs des partis des régimes démocratiques. Il y a des libéraux, des communistes, des monarchistes, des chrétiens impliqués en politique, des républicains. Mais ils sont tous unis, donc des idéologies très différentes, souvent opposées dans une situation normale, mais
réunis par la lutte contre le nazi. D'accord? Or, les résistants ont un résultat de la guerre, parce que les Allemands auront impliqué beaucoup plus de soldats dans les pays occupés pour réprimer la résistance, et donc ils ont moins d'effectifs pour le front russe, par exemple, ou pour envahir d'autres pays. Et certaines villes seront même libérées par les résistants. D'accord? Par exemple, le nord de l'Italie, certaines parties de la France n'ont pas dû attendre l'armée des Alliés pour chasser l'occupation nazie. Les résistances réussiront dans cet objectif. Prochain mot-clé. Voici des actions encore de la résistance. Comme vous voyez, il y avait aussi des filles, des femmes qui participaient à la résistance. Un incontournable à dire, à raconter de la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien sûr la Shoah. Shoah, c'est un mot en hébreu qu'on pourrait traduire en français avec le terme Holocauste. D'accord? Donc, Holocauste, c'est un terme qui vient de la religion juive, surtout de l'Ancien Testament, pour ceux qui sont chrétiens, l'Ancien Testament. Dans un ancien culte, on prenait un animal, on l'égorgeait, on le fait en sacrifice et puis on le brûlait. Ceci était l'Holocauste. Donc, le sacrifice, ça veut dire quelque part le sacrifice. Dans la tradition religieuse, c'était le sacrifice d'un animal, il n'y avait pas de sacrifice humain. D'accord? Mais cette fois-ci, les Juifs considèrent que la victime sacrificale, ce sont eux-mêmes, le peuple juif. En effet, c'est quelque chose qui n'a pas d'adjectif pour le définir, quelque chose de terrible qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. En effet, selon le plan d'Hitler, selon sa considération, selon son idéologie raciste, il y avait les Aryens qui étaient la race supérieure, puis il y avait les Blancs, puis il y avait les Slaves, puis il y avait les Noirs, il y avait certains qui devaient être des esclaves des autres. Dans ce plan, les Juifs n'avaient pas droit d'existence. Et alors qu'il avait commencé déjà pendant la guerre, avant la guerre, à discriminer les Juifs, à leur enlever des droits et à imposer ces normes contre les Juifs à tous ses alliés. Et par exemple, on va faire des lois raciales, même en Italie. C'était la condition qu'Hitler avait mis à Mussolini pour faire un accord avec l'Italie, pour faire le pacte, même si Mussolini, jusqu'à ce moment-là, n'avait jamais montré des tendances racistes. Au contraire, les Juifs l'avaient appuyé souvent. D'accord? Qui va imposer à tous une loi raciale. Et au moment qu'il occupe l'Europe, il met en action son plan ultime qui, jusqu'à ce moment-là, était resté secret. Et ça, pour certains, restera secret jusqu'à la fin de la guerre. Et son plan, c'était ce qu'il a appelé la solution finale. C'est-à-dire cette folie qui est l'extermination. Son objectif, c'était l'extermination, le génocide total de tous les êtres humains d'ethnie juive. Pas de religion ou des gens qui avaient juste une origine ancienne, ethnique, juifs, et qui ne pensaient même plus d'être juifs. Lui, il va les discriminer, les persécuter, et va les renfermer dans des camps de concentration où, par milliers, à chaque jour, ils sont supprimés. Et ils sont donc partout où les Allemands nazis occupaient, ils envoient leurs milices, leurs soldats, leurs collaborationnistes, ils prennent les Juifs, ils les obligent à partir, ils confisquent tous leurs biens, ils les chargent dans ce type de trains qui c'était pour la marchandise, pour le bétail rempli jusqu'au maximum. Ils vont faire des journées de voyage et puis ils sont arrivés dans les champs d'extermination. Pas seulement les Juifs sont dans la cible d'extermination d'Hitler. Il y avait aussi d'autres, ce qu'il appelait d'autres races, une autre race qui était les Gitans.
les Gitans sont beaucoup moins. Les Gitans n'ont pas la capacité de se faire connaître comme les Juifs, mais les Gitans aussi ont été opprimés de la même façon. Et évidemment aussi les opposants au régime nazi. Et, est-ce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés? Oui. Il y a beaucoup de réalités, beaucoup de gens, beaucoup d'institutions qui sont mobilisées pour sauver les Juifs. Il faut dire tout d'abord que le plan d'Hitler n'était pas clair pour les autres. Pour lui, c'était clair. On voyait ces Juifs qui partaient, mais ce n'était pas tout le monde qui arrivait à s'en douter de ce qu'il voulait faire, d'accord, qu'il voulait vraiment détruire tous ces gens-là, d'accord. Mais il y a les résistants qui vont protéger les Juifs, l'Espagne qui est un pays allié, même s'il ne participait pas à la guerre, comme Hitler va transformer ses ambassades et ses consulats comme des refuges pour les Juifs, le Portugal, le Saint-Siège, d'accord. À Rome, moi, j'ai connu des gens qui m'ont raconté comme des prêtres, des églises, aller voir des gens qui savaient qu'ils avaient une chambre de plus dans leur maison pour cacher des gens qui savaient que c'était des Juifs, à leur risque et péril. D'accord, les églises, il y a quand même des gens qui sont mobilisés pour essayer de sauver les Juifs, de les rendre, de les cacher jusqu'à la fin de la guerre. Il faut savoir qu'Hitler a commencé à faire ceci au moment qu'il s'est rendu compte qu'il commençait à perdre la guerre, quand il s'est rendu compte qu'il s'affaiblissait. Voici d'autres images de la Shoah à Auschwitz. Et voici ce que les Russes qui sont arrivés à Auschwitz, qui ont, entre guillemets, libéré Auschwitz des Allemands, ont trouvé en 1945 les survivants, dans quelles conditions ils étaient. On va voir l'autre mot-clé, l'Italie en guerre civile. Nous avons vu que l'Italie était entrée en guerre en 1940, quand ils ont vu que les Allemands ont gagné rapidement contre la France. Mussolini ne résiste pas à la tentation de partager lui aussi le butin de guerre. Même si l'Italie donc n'était pas à mesure, ni financière, ni comme armement de participer à la guerre, il rentre dans la guerre, dans cette aventure, qui va être une catastrophe pour l'Italie et pour Mussolini lui aussi personnellement. Les Italiens ont essayé d'envahir la Grèce. Bon, c'était un échec. Les Grecs ont résisté. Et puisque l'Italie n'a pas été capable, ce sont les Allemands qui ont envahi la Grèce. Et puisque la Yougoslavie s'est trouvée sur le chemin pour aller à la Grèce, ils ont envahi et occupé aussi la Yougoslavie. Mais à un moment donné, pour l'Italie, la chose tourne mal. Ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire parce que les Italiens sont en Russie, mais ils vont commencer, après une première avancée, à partir de 1942, à l'hiver, ils commencent à reculer, à avoir beaucoup de victimes. L'Italie perd sa dernière colonie, ses dernières colonies, l'Éthiopie, la Somalie, la Libye. Et en juillet 1943, il arrive quelque chose d'extrêmement funeste. Il y a un débarquement des Américains avec leurs alliés au sud de l'Italie, en Sicile. Et donc, face à cette situation, les gens ne sont plus ce grand appui que le fascisme avait, ce grand appui que le fascisme avait commence à reculer de plus en plus. Pourquoi? Parce que les choses vont mal. Et on a perdu des batailles, et puis il y a tous les forts de guerre, il n'y a pas assez de nourriture, pas assez de production industrielle. Et maintenant, le pire, les ennemis ont débarqué dans les territoires italiens et une partie du territoire italien est occupée par les alliés, les Américains, les Britanniques et tous leurs alliés. Dans cette situation, le roi d'Italie, vous savez, l'Italie était une dictature Mussolini, mais il y avait quand même une autorité supérieure.
Comme au Canada, nous avons une reine. Tant que le système fonctionne bien, elle n'exerce pas tous ses pouvoirs, mais elle les a. Et dans une situation critique, elle pourrait les utiliser. Et alors, le roi d'Italie utilise son pouvoir. Il va destituer Mussolini, va nommer un autre nouveau ministre, et celui-là s'empresse à faire un armistice avec les Alliés. Alors, en Italie, les gens sont contents. C'était en septembre 1943. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet événement que j'avais présenté dans l'histoire des candidats au début de notre chemin, histoire que l'année passée, d'accord. Alors, les Italiens sont contents, la guerre est finie, mais non, la guerre n'est pas finie. Pourquoi? Parce que les Allemands, l'armée allemande qui était déjà en Italie pour contraire les débarquements des Alliés, va occuper tous les territoires italiens. Les Italiens ne reçoivent pas d'ordre précis et l'Italie se retrouve divisée en deux, occupée au nord par les Allemands, occupée au sud par les Alliés. Les Allemands vont libérer Mussolini. Ici, la photo qu'on voit, c'est quand on le libère d'une prison où il avait été mis. Et ils vont lui donner un pouvoir comme dans la République des Vichy, dans une république du nord de l'Italie collaborationniste. Mais maintenant, Mussolini ne sera plus que l'ombre de son moi-même. Ça va être de plus en plus une marionnette dans les mains d'Hitler. Mais l'Italie vit un moment terrible. Pourquoi? Parce que les Italiens doivent se ranger ou du côté du roi, donc avec les Alliés, et continuer à combattre contre les Allemands et combattre contre les fascistes, ou sinon continuer du côté des Allemands avec les Mussolini. Et c'était un moment extrêmement difficile. D'accord? Et la résistance italienne, évidemment, va jouer un rôle important. Les résistants sont ceux qui vont s'opposer à Mussolini. Voici comment l'Italie était. Le sud était occupé par les Allemands. Le roi est allé dans une petite ville du sud. Et puis les fascistes et les nazis ont fait des lignes de résistance. Et seulement vers la fin de 1945, la résistance va libérer la partie nord de l'Italie. Et une certaine partie de l'Italie sera annexée à l'Allemagne. Comment la guerre va terminer? Alors, en 1944, il y a un débarquement des forces alliées en France ou en Normandie. Alors, je vais préparer une page de Google Maps pour voir où c'est la Normandie. D'accord? Vous voyez ici que dans la partie nord de la France, il y a deux péninsules. Une, c'est la Bretagne et l'autre, c'est la Normandie. Alors que les Alliés s'organisent et ils arrivent à déjouer le système d'espionnage nazi et ils vont débarquer en 1944 en Normandie, dans cette partie-ci de la France. D'accord. C'était une énorme action, une action militaire extrême, qui a fait des milliers de morts. Mais finalement, les Alliés sont dans les territoires qui avaient été occupés par. En 1944, désormais, les nazis reculent de plus en plus. Ils reculent en France, ils reculent en Russie, ils reculent contre la résistance en Yougoslavie, en Grèce. Ils ont de plus en plus de la misère à opprimer les résistants. D'accord, ils ont perdu toutes les batailles faites en Afrique, en Égypte. Donc, désormais, c'est clair que la victoire des Alliés est une question de temps. Mais Hitler n'accepte aucune négociation. D'accord? Refuse toute proposition de paix et continue à se battre. Probablement, l'espoir d'Hitler, c'était que ces scientifiques arrivent à mettre au point la bombe atomique, qui aurait pu, si les Allemands auraient eu un premier, ça aurait pu changer radicalement le sort de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans l'été 1944, il va y avoir un complot. Certains collaborateurs d'Hitler, le plus important, c'était le général Rommel, le héros de la guerre,
et vont comploter contre Hitler et vont lui faire un attentat. Ils essaient de le tuer parce qu'ils se sont rendus compte qu'il amènera vraiment l'Allemagne à la catastrophe. Mais le complot est déjoué. Et donc la guerre continue. Et les Allemands vont mettre toute leur résistance aux attaques des Alliés jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils arriveront vraiment à la capitale. Et puis, c'est une autre chose importante qui se passe en février 1945, donc quelques mois avant la guerre, ce sont les accords de Yalta. Alors, on va voir où c'est Yalta. Là où il y a eu cette grande rencontre qui a marqué l'histoire pendant 50 ans après la guerre. Yalta se trouve dans cette péninsule au sud de l'Ukraine. Aujourd'hui, ça a été annexé par la Russie. Il y a quelques années, il y a été dans les nouvelles de l'actualité à cause du fait qu'ils sont passés de l'Ukraine à l'Union soviétique, à la Russie. Yalta se trouve au milieu de la mer Noire, dans la Crimée. Il y a ici une ville maritime où beaucoup de Russes ukrainiens vont prendre leurs vacances pendant l'été. Et c'est là qu'il y a eu la rencontre entre les trois plus grands chefs de l'époque. Je vais vous le dire. Je vais vous montrer la photo. Les trois grands chefs qui vont décider la fin de la guerre et qui détermineront aussi toute la guerre froide, on verra pourquoi, ce sont ces trois personnages-là. Au milieu, Roosevelt, le président américain, qui était très malade à l'époque. Bon appétit, Nicole. Hein? Alors que était Roosevelt, était très malade, mais encore en charge. Il mourra même avant la fin de la guerre. Il mourra quelques mois plus tard de maladie. Il meurt comme président. L'autre Churchill, d'accord? L'autre Churchill, président de la Grande-Bretagne, premier ministre de la Bretagne, mais pas le président de la Bretagne, et l'autre, le grand moustache, c'était Staline. Hein? Après la guerre, Roosevelt et Churchill d'un côté et Staline de l'autre côté. Ils vont se séparer. D'accord? Mais pour le moment, face à l'ennemi commun, ils se retrouvent. Et qu'est-ce qu'ils décident? Désormais, la fin de la guerre, c'est question de temps, de mois, mais Hitler résiste jusqu'à la fin. Et ils ont déjà libéré la France et tous les autres pays, ou presque. Il s'agit d'occuper l'Allemagne. Alors qu'ils n'ont pas invité De Gaulle, quand même. De Gaulle, il est considéré comme une sorte d'arrogant, toujours le même chauvinisme français. Mais ils ont considéré aussi l'armée française, c'est les divisions de Gaulle. Ils ont divisé l'Allemagne en 4 parties. Et chacun de ces armées-là allait occuper une partie de l'Allemagne. Une partie aurait été occupée par les Britanniques, une partie par les Américains et leurs alliés, une autre partie par la partie orientale, évidemment, par la Russie, et une autre partie avait été laissée à la France, aux divisions françaises de Gaulle. Mais c'était mis d'accord aussi sur une chose. La ville de Berlin, la capitale, on va l'occuper ensemble. Donc, on a pris l'accord, si les Russes arrivent en premier à Berlin, ils doivent attendre les Français, les Anglais et les Britanniques, pour qu'on puisse vraiment, les Français, les Britanniques et les Américains, puisqu'on puisse envahir, rentrer en ville ensemble, que ça soit clair, que c'est une victoire collective. Et Staline va le respecter. En effet, il va occuper la partie orientale de l'Allemagne, mais il va attendre ses alliés pour rentrer Donc, dans la phase finale, les villes allemandes sont bombardées et pratiquement toutes détruites. Est-ce que c'était nécessaire? À quoi ça servait le bombardement? C'est une action militaire quand on bombarde des objectifs militaires, des casernes, là on conserve des armes, des aéroports, des ports, des ponts. Mais bombarder des villes où il y a la population civile, c'était pour créer un climat, pour que les gens se révoltent contre leur chef et demandent de sortir de la guerre. Mais ici, le bombardement des villes allemandes, c'était vraiment de la vengeance. Puisque les Allemands avaient bombardé l'autre, maintenant, les Anglais bombardent les villes allemandes et les détruisent. L'Allemagne, à la fin de la guerre, était
à 60% complètement détruite. Les gens vivaient dans la rue. Et voici en 1944, les Alliés arrivent à Paris. Le général de Gaulle retourne à marcher dans les Champs-Élysées. Il ne demandera pas de participer au triomphe à ses alliés, il prendra toute la mérite pour lui. Et Hitler, les derniers jours de la guerre, en mai, se suicide. Alors, voilà. Et Hitler, donc, on dit qu'il s'est suicidé, mais il a fait cacher son corps. En mai 1945, le président s'appelle Truman. Il était le vice-président de Roosevelt. Et le système américain fait en sorte que si un président meurt, qui est en charge, c'est le vice-président qui prend la fonction jusqu'à la fin du mandat. C'est toujours un mandat fixé 4 ans. Et Truman se retrouve à la tête. Bon, la guerre est finie. Elle est finie en Europe, mais non pas en Asie. Les Japonais ont perdu les Philippines, ils reculent, mais ils résistent. Ils résistent. Certaines parties de la Chine sont encore occupées par aux autres. Et la guerre risque de s'allonger, de continuer encore longtemps. Et avec la guerre, ça veut dire continuer à avoir des cercueils de soldats américains qui rentrent dans la patrie. Et alors que le président Truman prend une des plus tragiques décisions de toute l'histoire, utiliser la bombe atomique. Et oui, il faut savoir que pendant que Churchill, Staline et Roosevelt se retrouvent à Yalta, Roosevelt avait reçu un drôle de message. Le message, c'était « Les enfants sont nés ». C'était un message en code qui voulait dire que la bombe atomique était prête. Elle était au point. Qu'on était prêt de l'utiliser. Alors, les Américains, dans cette course terrible à faire la bombe atomique, les Américains sont arrivés en premier. Et, ironie de l'histoire, celui qui a le plus fait avancer cette invention, c'était un Allemand. C'était Einstein, qui est un Allemand juif qui était parti de l'Allemagne quand il s'est rendu compte que pour les Juifs, la vie devenait de plus en plus dure, qu'ils avaient des opportunités en Amérique, il était allé vivre en Amérique, et là, il a collaboré, il a donné une énorme contribution pour que les Américains arrivent en premier à cette course. Les Américains et les Alliés n'ont pas dû l'utiliser contre Hitler. Les Allemands étaient tellement affaiblis que l'armée conventionnelle a été suffisante pour arriver jusqu'à Berlin, les 4 armées ensemble, comme ils avaient établi. Mais le Japon résistait. Et à chaque jour, il y avait des batailles, et à chaque jour, il y avait des morts. Alors que le président Truman donne l'ordre de jeter la bombe atomique sur une ville que vous tous le savez, s'appelle Hiroshima. C'était le 6 août 1945. 100 000 morts en quelques secondes. Et puis tous ceux qui sont morts à cause des radiations, des tumeurs plus tard. Le Japon résiste. 9 août, 3 jours plus tard, une seconde bombe atomique sur la ville de Nagasaki. Terrible, encore 100 000 morts. 200 000 morts par lieu de guerre atomique. Une dévastation terrible, totale. Or, est-ce que là, les historiens, on peut poser plein de questions. Est-ce qu'ils ont bien fait de la lancer ou non? Probablement, si la guerre continuait, pouvait continuer encore 1 année ou 2 ans, on aurait fait plus de morts. C'était probablement le moins pire que le président Truman a dû choisir. C'était terrible, mais c'était moins pire que continuer encore la guerre qui aurait fait encore quelques millions de morts. Voici cette photo terrible qui nous démontre la destruction totale de la ville. Seulement ce bâtiment-là, le pont, bizarrement, est resté de vue. Et c'était terrible.
Donc, un bilan final. En bref, le monde complètement bouleversé par la guerre. 50, 60 millions de morts, c'est difficile à estimer. Vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, ce que nous appelons la Première Guerre mondiale, on l'appelait la Grande Guerre, parce qu'elle a fait énormément de morts, 600 000 morts seulement dans une bataille. La bataille de Verdun, je vous rappelle, dans la Première Guerre mondiale, avait fait 600 000 morts. Aujourd'hui, le COVID, la COVID a fait 330 000 morts. Imaginez, la guerre mondiale a fait en une seule bataille 600 000 morts, et pas des gens de 80 ans et plus, des jeunes de 20 ans, 25 ans. D'accord. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'était encore pire. Ça a été encore pire. 50, 60 millions, 6 millions de Juifs. Les Juifs aujourd'hui sont 18 millions. Donc plus d'un tiers de l'époque ont été massacrés. Mais pas seulement les Juifs, les Polonais, la moitié des Polonais sont morts, quelque chose comme ça. Pas la moitié, mais une proportion énorme des Polonais. Villes détruites, des sans-abri, tout complètement. Et certains se souviennent, par exemple, de l'histoire des candidats, quand au départ, j'ai raconté l'histoire de mon père pendant la guerre, mais lui, la guerre était finie en mai. Il se trouvait dans une partie de Pologne, qui plus tard sera l'Allemagne, et il devait faire quelque chose comme 2000 km pour rentrer à la maison. Il est arrivé à la maison le mois d'octobre, quand tout le monde pensait qu'il était mort. Pourquoi? Parce que l'Europe était complètement détruite. Plus de routes, plus de chemins de fer, plus de ponts. Il fallait avancer à pied et s'arrêter pour mendier de la nourriture ou pour prendre quelques travaux occasionnels à la campagne, des récoltes, pour pouvoir survivre jusqu'à la possibilité de rentrer à la maison.